toute l'économie en 5 minutes. Bon, c'est un défi, mais on va s'y tenir. On va faire un tour d'horizon rapide de tout le domaine, vraiment tout, des petits choix du quotidien jusqu'aux grands systèmes mondiaux. Promis, on va droit au but. Et pour commencer, une question qui taraude peut-être pas mal de monde. Pourquoi est-ce qu'un simple toast à l'avocat peut coûter 14 €? Ça a l'air tout bête comme question, mais la réponse, eh bien, elle nous plonge directement au cœur de l'économie. On va voir si on trouve la clé du mystère d'ici la fin. Alors pour commencer, il faut se poser la question pourquoi est-ce que l'économie existe, tout simplement. Eh bien, tout part d'un seul et même problème. Un problème qui nous concerne absolument tous. Et ce problème, le voici, c'est la rareté. En gros, nos désirs sont illimités, mais les ressources, elles, ne le sont pas. On ne peut juste pas tout avoir. Il n'y a pas assez de tout pour tout le monde, pas assez de maisons, pas assez de temps, et clairement pas assez de ressources pour que chacun puisse s'offrir des toasts à l'avocat à volonté. Et c'est cette tension fondamentale qui nous force constamment à faire des choix. Et chaque choix, c'est un compromis. Tiens, prenons un exemple très concret. En ce moment même, un choix est fait. Le fait d'écouter cette analyse, ça veut dire ne pas être en train de regarder des vidéos de chats qui tombent. C'est un sacrifice. Mais alors, quelle est la valeur de ce sacrifice ? Et ça nous amène à un concept absolument central, le coût d'opportunité. Le vrai coût d'une décision, ce n'est pas juste l'argent qu'on dépense. Non, c'est la valeur de la meilleure chose à laquelle on a renoncé. Pour le toast à 14 €, par exemple, le coût d'opportunité, c'est peut-être le livre qu'on n'a pas pu acheter avec cet argent. En fait, chaque choix a un coût caché. D'accord, donc on a compris qu'on fait des choix. Mais maintenant, comment est-ce que tous ces millions de petits choix individuels s'additionnent ? Comment est-ce qu'ils finissent par créer des marchés et des chaînes d'approvisionnement super complexes ? Revenons à notre toast. Pour qu'il arrive jusqu'à nous, il a fallu pas mal de choses. D'abord, la terre, les ressources naturelles pour faire pousser les avocats. Ensuite, du travail, l'effort des gens pour les récolter. Et enfin, du capital, c'est-à-dire les outils, comme les camions pour le transport ou les machines dans le café pour le préparer. Ça, c'est une chaîne d'approvisionnement en miniature. Mais alors d'où vient ce fameux prix de 14 €? En fait, c'est une sorte de bras de fer, c'est l'offre et la demande. D'un côté, les vendeurs veulent vendre le plus cher possible, de l'autre, les acheteurs veulent payer le moins cher possible. Le prix final, qu'on appelle le prix d'équilibre, c'est le point de rencontre, là où tout le monde se met plus ou moins d'accord. Évidemment, pour acheter ce toast, on ne va pas échanger une chèvre. On utilise de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas voir l'argent juste comme une richesse. C'est avant tout un outil. C'est comme un langage universel qui permet de mettre une valeur sur des choses complètement différentes et qui rend les échanges beaucoup plus simples. Bon, on a vu le toast. Ça, c'est la microéconomie. Maintenant, on change d'échelle. On passe à la macroéconomie. La grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer la santé de l'économie de tout un pays ? Alors, pour ça, il y a une formule que tout le monde connaît, même sans le savoir. Le fameux PIB, le produit intérieur brut. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais en réalité, c'est juste une manière d'additionner tout ce qui est dépensé dans un pays. On va décortiquer ça ensemble. C'est simple en fait. Le C, c'est la consommation, tout ce que les ménages achètent, des courses au cinéma. Le I, c'est l'investissement, ce que les entreprises dépensent pour grossir. Le G, facile, ce sont les dépenses du gouvernement. Et le dernier bout, X moins M, c'est simplement la différence entre ce qu'on vend à l'étranger et ce qu'on leur achète. On met tout ça ensemble et bim, on a le PIB. Sauf que l'économie, ce n'est pas une ligne droite qui monte tranquillement vers le ciel. Pas du tout. Ça fonctionne par cycle. C'est un peu comme des montagnes russes. Il y a des phases de croissance, d'expansion, c'est la fête. Et puis, il y a des phases de récession, où tout se calme, voire se contracte. C'est un rythme qui est tout à fait naturel. Un autre acteur clé, c'est l'inflation. L'idée est simple, si la quantité d'argent qui circule augmente plus vite que la quantité de choses à acheter, eh bien, les prix grimpent. Imaginez que du jour au lendemain, tout le monde ait 2 fois plus d'argent sur son compte. Il y a de fortes chances que les prix doublent aussi, parce qu'il y a toujours la même quantité de produits disponibles. C'est vraiment ça l'idée de base. Ok, donc on a des cycles, on a de l'inflation. Qui est aux commandes ? Qui essaie de piloter ce grand navire économique ? Essentiellement, 2 grands capitaines, les gouvernements d'un côté et les banques centrales de l'autre. Et pour comprendre ce qui peut arriver quand la gestion de la monnaie dérape complètement, regardez ce chiffre. C'est le taux d'inflation au Zimbabwe en 2008. L'argent a perdu tellement de valeur qu'il fallait littéralement des brouettes de billets pour acheter une miche de pain. C'est juste dingue. Et ça nous rappelle une chose, la confiance dans une monnaie, c'est absolument essentiel. Heureusement, pour éviter ce genre de scénario catastrophe, il existe 2 grands leviers. Le premier, c'est celui de la Banque centrale, la politique monétaire. Elle joue principalement avec les taux d'intérêt pour contrôler la quantité d'argent en circulation. Le deuxième levier, c'est celui du gouvernement, la politique budgétaire. Lui, il peut ajuster les impôts et ses dépenses pour donner un coup de pouce ou au contraire, freiner un peu l'économie. Et pour que le gouvernement puisse dépenser, il a bien sûr besoin de rentrées d'argent. Et cet argent, il vient principalement des impôts. Impôts sur le revenu, sur les bénéfices des sociétés, la TVA, sur ce qu'on achète au quotidien, la liste est longue.
Le truc, c'est que parfois, les impôts ne suffisent pas. Et là, les gouvernements s'endettent. Et la dette, ce n'est pas juste un petit problème. Regardez le Japon. Sa dette représente plus de 2,5 fois tout ce que le pays produit en une année. Ça pose évidemment de sacrées questions sur la viabilité de tout ça à long terme. Mais attention, l'économie, ce ne sont pas que des chiffres, des graphiques et des politiques. Loin de là. Pour finir, on va parler du facteur le plus fou, le plus imprévisible de tous, notre propre cerveau. Parce qu'au final, c'est la psychologie humaine qui est au cœur de tout. On aime à penser qu'on est des êtres rationnels, mais l'économie comportementale nous prouve le contraire. Prenez la version à la perte. La douleur de perdre 20 € est bien plus forte que le plaisir d'en gagner 20. C'est irrationnel, mais c'est comme ça. Un autre bug de notre cerveau, l'erreur des coûts irrécupérables. C'est ce qui se passe quand on s'entête à regarder un film nul jusqu'à la fin, juste parce qu'on a déjà payé la place. On continue à investir, ici du temps, dans une mauvaise décision, simplement parce qu'on a déjà misé dessus. C'est complètement irrationnel, et pourtant tout le monde fait ça. Et tout ça nous ramène à l'essentiel. Au final, tous les systèmes économiques qui existent, que ce soit le capitalisme, ou le marché est roi, ou le socialisme, où l'État intervient davantage, tous ne sont que des tentatives différentes de répondre à 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on produit? Comment on le produit? Et pour qui on le produit? Et la vérité, c'est qu'il n'y a aucune réponse parfaite. Ce qui nous laisse avec la question finale. Alors, c'est quoi le système parfait? La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Chaque système n'est un immense compromis entre des valeurs parfois contradictoires, l'efficacité, l'équité, la liberté, la sécurité. Il n'y a pas de solution magique. Et c'est peut-être ça, finalement, la plus grande leçon de toute l'économie.